Merci d'être avec nous sur We Do Biz et cette semaine encore on décode l'actu et les tendances du business avec ceux qui font l'économie de demain. Et cette semaine, on va revenir pendant ces 30 minutes d'émission sur la loi Macron 2, la fameuse loi Noé, dont les contours ont été présentés lundi par le ministre de l'économie. Alors au programme de cette demi-heure, on va parler d'une part de la digitalisation de notre économie, quelles attentes et quelles perspectives pour les entrepreneurs. Et puis l'autre point intéressant, c'est celui du salariat. Le ministre veut plus de micro-entrepreneurs. Alors, est-ce que ça veut dire moins de salariés? Est-ce que c'est le paysage du travail de demain qui va changer? On va bien sûr en parler durant cette demi-heure. Et puis, si vous êtes sage, on parlera peut-être un peu du financement des entreprises. Bienvenue dans Entrepreneur le Live. Avec nous ce matin, Denis Jacquet. Bonjour. Merci d'être avec nous, entrepreneur engagé, président de Parrainer la Croissance, qui évangélise la culture de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Est-ce que Macron vous a pas un petit peu piqué votre job avec ce qu'il a fait hier là? Ah mais je serais ravi qu'il me pique mon job. Si plus on sera nombreux à faire ce job et plus la France se portera bien. Donc je fais partie des fans de la méthode Macron. Eh ben, on va en reparler justement. Geoffroy de Bec de Lièvre est avec nous. Bonjour. Bonjour Julien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fondateur et dirigeant de Marco Vasco, un spécialiste du voyage en ligne sur mesure. On va parler d'ubérisation justement. Vous avez un peu ubérisé finalement le secteur du voyage et du tourisme. En partie, on l'a un peu désintermédié et en tout cas on l'a très digitalisé. Eh ben, notamment une partie qui n'était pas. On va en reparler également. On va donc commencer avec cette loi Noé, la loi dont les contours ont été présentés à Bercy lundi 9 novembre. Noé pour nouvelles opportunités économiques. C'est un peu la loi Macron 2 qui vise, alors je cite le ministre en l'occurrence, libérer la croissance et créer des emplois grâce aux nouvelles technologies. Voilà. Donc là, lundi, c'était le grand show finalement à Bercy avec beaucoup de témoignages. Les premiers éléments du texte sont présentés à la mi-décembre. Et puis une loi au Conseil des ministres en janvier 2016. D'abord, en un mot, votre retour, votre sentiment sur la cérémonie, ce grand show à Bercy. Est-ce que c'était nécessaire pour qu'il y ait finalement une prise de conscience ou est-ce que ça reste du marketing politique? Denis Jacquet. Le bonheur, c'est comme le reste, ça nécessite un peu de pédagogie. Et comme les Français, depuis 30 ans, consomment du Prozac et sont en permanence sur du déclinisme, avec des politiques qui sont juste à passer à la trappe pour 90% d'entre eux, en avoir un qui fait de la pédagogie, qui utilise des mots positifs, qui font pas peur, mais qui éveillent un sentiment d'avenir, de responsabilité, de confiance, d'envie, il ne faut pas bouder son plaisir, c'est une très bonne chose. Donc, tant qu'à utiliser les petits fours et Bercy, je préfère que ce soit pour des choses positives que pour des choses inutiles. Sauf qu'il n'en est absolument rien sorti. On n'a pas une bribe de texte, de loi. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais il est là, en fait, c'est la méthode. La méthode, c'est je fais venir des gens, j'agite le bocal, parce qu'il reçoit en public, mais il reçoit aussi en privé. On discute tous avec lui ou avec un certain nombre depuis un petit moment. Donc, c'est pas une méthode nouvelle. Mais à un moment donné, il le dit, il l'annonce. C'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, à un moment, et dans les grands groupes, on dit, voilà, aujourd'hui, on licencie 10 000 personnes. Et c'est un traumatisme terrible parce qu'on s'en aperçoit 6 mois avant. Des gens comme Fontanet, chez Essilor, vous expliquent depuis des années que quand c'est prévu 2, 3 ou 4 ans à l'avance, parce qu'on le sait, la plupart du temps, ce qu'on a envie de faire, tout se passe bien. Donc, Macron, il fait de l'anticipation. Voilà, il prépare les choses. C'est un warm-up, c'est un échauffement, comme dans le sport. Donc là, on commence à s'échauffer, à s'étirer. On dit de quoi on va parler. Et puis, ça prépare le terrain pour un petit peu plus tard. Et puis, ça agite le bocal derrière. C'est une très bonne chose que tous ces poissons soient très agités. Oui. Geoffroy de Bec de Lièvre, est-ce qu'il fallait un peu agiter le bocal? Est-ce qu'il fallait qu'il y ait une prise de conscience sur tous ces enjeux économiques-là? Je pense qu'elle a quand même eu lieu, cette prise de conscience, et en tout cas pas mal de politiques. Après, vis-à-vis des Français, pas forcément. Ça peut pas faire de mal. En tout cas, je rejoins Denis, il n'y a pas de mauvaise chose. Il en ressort peut-être rien de concret. Mais ça, à la limite, c'est pas forcément aux politiques de définir. C'est pas eux qui vont digitaliser le pays. Je veux dire, ça, c'est notre job, nous, d'entrepreneurs. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Mais en tout cas, oui, ça peut pas faire de mal. Digitalisation, formation, c'est beaucoup de déverrouillage. C'est des mots qu'on avait déjà entendus sur Macron 1. Est-ce qu'avec ce cap qui a été donné finalement lundi, est-ce qu'on cible vraiment les besoins des entrepreneurs? Geoffroy de Bec de Lièvre. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot digitalisation? De toute façon, tous les secteurs aujourd'hui sont touchés, sont digitalisés. Je pense que c'est forcément un des enjeux stratégiques de n'importe quel patron de boîte, que ce soit PME,
PME ou grands groupes. Après, le besoin de l'entrepreneur, notamment du web dont je fais partie, il n'y a pas d'attente très particulière sur cette digitalisation. Après, derrière, il peut y avoir des attentes d'un point de vue social. Oui, qu'est-ce qui se passe, notamment avec le statut, l'équivalent du statut contracteur ou d'auto-entrepreneur par rapport à celui d'un salarié. Évidemment, ça coûte moins cher. Ça donne pas non plus la même flexibilité pour l'entrepreneur. On n'a pas le droit de fixer des objectifs. On n'a pas le droit d'être, entre guillemets, l'équivalent d'un employeur unique. Donc, il n'y a pas la même liberté. Et pour autant, quand on voit qu'il y a deux mondes comme ça qui interviennent, et notamment si vous comparez en tout cas le Uber avec le G7, c'est assez intéressant. Aux États-Unis, ils ont fait un différentiel de coût entre un contracteur, donc l'équivalent d'auto-entrepreneur, et un labor contract d'un salarié. Le différentiel, le coût social, il est de 40%. À partir de là, la compétition, je veux dire, le truc, c'est la messe est dite, il n'y a juste plus rien à faire, quoi. Donc, quand vous n'avez pas d'un côté ni les frais de structure qui sont dans l'équivalent de l'hôtellerie, les murs d'hôtel, le coût de la structure, et qu'en plus de ça, vous avez un différentiel sur le salarial, qui sont les principaux coûts de ces business models de 40%. La messe est dite. Ouais, je veux dire, la compétition, elle est forcément compliquée pour les acteurs traditionnels. Justement, Denis Jacquet, qu'est-ce que les entrepreneurs ils veulent voir, ils voudraient voir dans Macron 2, dans Noé? Je pense qu'un pays ne peut fonctionner que s'il y a une dynamique. Pour qu'il y ait une dynamique, il faut que les gens y croient. Donc en fait, ce qu'est en train d'essayer de faire Macron, en tout cas, c'est de remettre à nouveau ce langage positif en disant on va de l'avant, la croissance est possible, la transformation peut être douloureuse, mais si on la prépare, elle peut être plutôt positive. Et tant qu'il n'y a pas cette croyance très largement répandue dans le public, et c'est ça, ces grandes messes d'hier, hein, c'est pour le grand public, c'est pas pour nous. Nous, on est convaincus, on les rencontre, on a l'occasion, il n'y a pas le problème. Donc, je suis d'accord avec mon voisin, c'est pas du tout, et surtout exactement le contraire. On veut pas que ce soit l'État qui essaye de le faire à notre place, c'est juste qu'il fasse, au lieu d'être un frein, parce que le poids de l'État est énorme en France, hein, on n'est pas un des pays les plus centralisés, les plus technocratiques, la dépense publique, enfin on connaît tous 200 milliards par an. Donc, soit effectivement on a un État qui peut être un frein, parce que tout le monde a peur et se recroqueville, soit on a un État qui peut être un tremplin. Je pense que Macron est ce tenant de la thèse que l'État doit être un tremplin, mais en aucun cas faire à la place des acteurs. Donc le fait de dire aux gens, mais allez-y, ça va pas forcément être facile, mais il faut s'y préparer, il faut se former, il faut réfléchir à l'emploi de demain, au statut de demain. Est-ce qu'on sera tous indépendants ou tous salariés? Est-ce qu'on maintient une solidarité ou est-ce qu'on devient totalement individualiste? Dans quel modèle? Quelle place pour les gens demain avec la robotisation et puis ces ordinateurs qui se parlent entre eux au lieu effectivement... Donc si le but du progrès humain, c'est de supprimer l'humain, c'est quand même assez bizarre. Enfin moi, ça m'excite pas beaucoup. Donc la technologie pour un monde meilleur certainement, mais pas pour un monde qui remplace l'humain. Donc je pense qu'il voilà, participe à cette dynamique-là. Moi, cette dynamique, je la trouve intéressante. C'est de la pédagogie à nouveau positive. Il faut que les gens s'y préparent, se le mettent dans la tête. C'est comme la pub, il faut que ça passe plusieurs fois le message. Justement, vous parliez de robotisation. On a également entendu hier les mots d'intelligence artificielle, de big data, d'objets connectés. C'est quoi aujourd'hui les besoins d'adaptation sur ces créneaux-là pour les entreprises, les entrepreneurs? Geoffroy de Becq-Delièvre. Il y a plusieurs questions, puis plusieurs sujets, quoi. En tout cas, si je prends dans notre industrie, je pense que dans le voyage, on était très centré sur le produit pendant des années. Et je pense qu'en fait, le business a évolué de la connaissance produit vers la connaissance client. Donc, plus on est centré et tourné vers le client, et donc on va utiliser le big data comme un moyen, plus on sera capable de pousser des voyages personnalisés, limite prédictifs. L'idée, c'est de se dire, nous, on est capable, par exemple, aujourd'hui, chez Marco Vasco, de dire un client qui a été... en Inde, au Vietnam et en Chine, a 60% de chance d'aller au Japon dans les 2 ans. Et après, c'est à quel moment on va pousser ce bon message, parce que ces données, on les a en fait, comportementales, entre guillemets. Et donc vous êtes capable de finalement donner derrière une offre qui soit adapté? L'idée, c'est qu'il y a une profusion d'offres et que plus on simplifie la vie des clients, plus il est satisfait. Et si on est capable de presque d'anticiper ses besoins, on crée forcément de la valeur et en tout cas la différenciation par rapport à la compétition. Denis Jacquet, quand on parle de transition numérique pour les entreprises, est-ce que ça induit forcément un changement de modèle économique? Forcément, et puis surtout un changement d'état d'esprit. Il faut toujours rappeler des choses très simples en France. On est un pays, le seul quasiment dans le monde, qui a autant de grands groupes. On est le seul qui a autant de PME et on est le seul qui ait rien au milieu. Donc la France est une France des PME, dont 2 millions sur les 3 millions ont un salarié. Donc la transition numérique, c'est pas gagné. Aujourd'hui, on est en 2015. Moi, je sais pas, j'ai monté ma première boîte d'internet en 99. On est en 2015 aujourd'hui. On parle encore de plus de 50% des petites TPE,
petites TPE, des Très petites TPE, voilà, entreprises, des TPE, qui n'ont pas de site internet, qui n'ont pas de politique qui ne sont numérique. toujours pas en Donc ligne. on est Ouais. quand même très loin du compte. Les entreprises ont très vite rattrapé les grandes, Mhm. les particuliers aussi, hein, mais comme on a toujours fait en France, on démarre tard, mais on rattrape relativement vite. Donc notre enjeu aujourd'hui, il est de prendre conscience, effectivement, et de donner des moyens à ces toutes petites entreprises pour se saisir de cette opportunité pour grossir. Donc l'idée, c'est pas de rendre tout le monde auto-entrepreneur, d'avoir 63 millions d'auto-entrepreneurs, ça fait pas de sens. C'est de donner des moyens à ceux qui se disent aujourd'hui, je crée juste mon auto-job, de se dire peut-être que demain, je peux créer celui des autres et j'ai des outils pour le faire. C'est ça qui est intéressant. Justement, on va parler tout à l'heure du salariat, de cette fin possible, ou en tout cas annoncée, c'est ce qu'on nous dit du salariat, mais en un mot, chez EduFactory, secteur de la formation, de l'éducation, où est-ce qu'elle est la digitalisation, où est-ce qu'elle est l'ubérisation? Alors là, c'est un grand sujet parce que en fait, dans le monde, c'est le secteur qui résiste le plus. Alors de là à dire à vos auditeurs, professeurs et instituteurs qui sont juste des gens archaïques, j'irai pas jusque-là, mais bon, les statistiques Vous l'avez un prouvent peu dit du coup, là. qu'aujourd'hui, le secteur qui résiste le plus, là je vais faire une conférence là-dessus, il y aura tous les organismes, instituts, centres de recherche, universités la semaine prochaine qui sont réunis comme ça à Aix. Et effectivement, je vais un peu rentrer dans le tas, mais je me rappellerai toujours du IG8 qu'avait organisé Sarko et Maurice Lévy, et ils ont fait venir Rupert Murdoch, 82 ans déjà à l'époque, hein, mais jeune entrepreneur néanmoins, toujours la même pêche, et il dit voilà, mon père est mort il y a 30 ans, et s'il se réveillait aujourd'hui, il verrait tout transformer, sauf une chose, l'éducation. L'éducation. Donc pour l'instant, on est très très loin. Il y a eu la mode des MOOC, etc. Mais il y a beaucoup de déceptions dessus aussi. Mais en tout cas, l'éducation, on est très très loin du compte. Ça risque d'évoluer quand même dans les prochaines années. Ah, ça va Ouais, ouais, heureusement ouais. évoluer très vite. Mais à Il va y nouveau, avoir des belles comme choses, souvent quoi. en France, la problématique, c'est que ça risque d'être violent, alors que ça aurait pu être anticipé, prévu, huilé. Mais on a un carcan de résistance, notamment à l'éducation nationale. Et puis une bêtise du politique qui dit j'achète 5000 tablettes, j'ai distribué, on fait de la pédagogie. Alors moi, si c'était juste l'outil qui faisait la pédagogie, ça se saurait depuis très longtemps. Et vous auriez commencé à fabriquer des tablettes. Non, il faut former les gens. Il faut former les formateurs à former autrement, ce qui est complètement différent. Et ensuite, ils ont un outil pour le faire. L'outil, il n'est que la conséquence d'un changement pédagogique très fort. Alors, vous parliez de carcan. Emmanuel Macron, hier, a beaucoup parlé de rigidité. Et il veut notamment lever ces rigidités dans les formations, dans l'emploi. Est-ce qu'on risque finalement d'avoir encore, avec cette volonté de lever des rigidités, de lever des socles ou des paliers de formation, est-ce qu'on va encore avoir les artisans dans la rue comme au moment avec les auto-entrepreneurs, ou est-ce que c'est quelque chose finalement que la population, que l'opinion publique a compris aujourd'hui? Geoffroy Bec de Lièvre. Écoutez, je ne sais pas si on aura les artisans dans la rue, ça dépendra s'ils sont touchés ou pas. Et puis, la digitalisation de l'artisanat, j'en sais rien, je ne me suis pas penché dessus, mais je pense que la digitalisation concerne déjà prioritairement un monde de services plutôt qu'un monde de fabrication de biens. Après, dans la fabrication, oui, la digitalisation, elle est sur des plateformes comme Etsy, par exemple, aux États-Unis, où chacun va mettre sur le net, finalement, ce qu'il a pu construire, qui est quelque chose, quelque part, qui est la meilleure plateforme de digitalisation de l'artisanat, pour répondre à votre question. Mais voilà, qui est plutôt l'utilisation d'une marketplace pour promouvoir son savoir-faire. Denis Jacquet. Il faut bien qu'on comprenne en France que les gens ont une vraie envie de changement. Il n'y a que les structures qui ne veulent pas changer. Donc prenez le divorce entre les syndicats et les salariés. Les salariés votent pour travailler quand ils veulent, et notamment le dimanche, et les syndicats les bloquent. Les gens veulent plus de liberté. L'État, c'est pas son intérêt parce que ça n'alimente pas ni ses caisses, ni tous ces gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Je rappelle que 2% des députés viennent du monde économique et 55% sont des fonctionnaires. Ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé au sens création de richesse et qui connaissent pas l'entreprise. Donc, en fait, il y a une volonté énorme du bas de changer et une volonté énorme du haut de ne surtout rien changer. Donc, en fait, les gens qui iront dans la rue seront peut-être des structures, vraisemblablement pas la large partie de la population française. Et justement, parlant de politique, le gouvernement présente cette loi Noé, comme une arme destinée à lutter contre le chômage. En un mot, pour terminer, est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas, Denis Jacquet? Moi, alors là, on rentre dans le domaine de la boule de cristal. C'est-à-dire que ce que va créer comme emploi la digitalisation dans un premier temps face à ce qu'elle va détruire est assez compliqué à mesurer. Je pense que personne ne le sait véritablement aujourd'hui. Donc c'est un enjeu majeur, la robotisation, on parlait de big data, un truc aujourd'hui, ça va plutôt dans un sens de réduction. Moi, je m'émerveille un petit peu moins que les autres, et c'est pas parce que je les aime pas, parce que c'est des copains, je les aime bien, des licornes. Moi, une boîte, pour moi, c'est pas parce qu'elle vaut 1 milliard qu'elle vaut quelque chose. Si les licornes en France créent à elles toutes
moins de 5000 emplois, ça me fait pas rêver. Moi, je ne rêve pas devant la valorisation de Blablacar. Je rêverai devant la valorisation de Blablacar le jour où la valorisation sera rejointe par le chiffre d'affaires. Là, je vais m'enthousiasmer beaucoup plus fortement. Donc, pour l'instant, vente privée, Oscaro, etc., m'excite beaucoup plus que Blablacar, même si je vois l'intérêt pour la planète, même si je vois l'intérêt du modèle. Mais je pense que c'est pas une bonne chose que de montrer à la télé des gens qui valent 1 milliard, mais qui créent pas d'emplois et qui font pas de chiffre d'affaires. Pour l'instant, c'est pas ça qui m'excite le plus, et je pense pas que ce soit ce qui excite le plus les jeunes entrepreneurs. C'est pas d'avoir une grosse valorisation, c'est de créer une très belle boîte. Ouais. Vous Là, allez on vous faire touche des à un amis de modèle. Jacquet. Là, on touche à un modèle. Il y avait un article qui était fabuleux dans TechCrunch il y a quelques mois. C'était Airbnb est le principal plateforme d'accommodation au monde et ne possède pas d'hôtel. Uber est la principale société de transport, ne possède pas de voiture et de chauffeur. Facebook est le premier média et ne produit pas de contenu, etc. etc. Et en fait, là, c'est des modèles dont on parle Denis, qui sont des purs modèles où on se rend compte que finalement, la création de valeur est dans la mise en relation. Et toutes ces marketplaces, oui, elles n'ont jamais eu aussi peu d'employés en propre. Par contre, elles créent du travail, ce qui est peut-être différent, donc du travail entrepreneurial ou différent, mais effectivement, elles ne créent pas d'emploi, elles ne sont pas créatrices de richesse dans le sens de l'emploi tel qu'on le connaît aujourd'hui en France. Et oui, alors que les modèles transactionnels, et il y a d'autres modèles de digitalisation dont on fait partie, dont vous parliez de vente privée, oui, on crée des centaines d'emplois. Et des emplois salariés qu'on nourrit à la fin du mois. Donc c'est un challenge qui est plus lourd, c'est peut-être plus de contraintes, plus de responsabilités, et en plus, ça vaut moins cher. Eh ben, vous allez vous faire des amis. On l'a vu, donc effectivement, besoin de s'adapter à la transition numérique. Parlons à présent d'un point précis de ce qui a été évoqué en marge de cette présentation par le ministre, c'est cette volonté de créer un statut de professionnel de proximité. Alors le terme pour l'instant n'a pas été officialisé, mais c'est-à-dire lever un certain nombre de barrières à la formation justement pour exercer des petites tâches. Exemple très simple, est-ce qu'on a besoin d'un CAP d'électricien pour changer une ampoule chez une vieille dame? Voilà, c'est un peu l'idée. Est-ce qu'on n'est pas en train là de nous refaire un auto-entrepreneur bis, Denis Jacquet? Moi, je le répète malheureusement trop souvent sur les plateaux, et d'ailleurs sur une chaîne télé hier soir, on me le reprochait un peu, pas trop de name dropping, me disait-il par SMS. Mais bon voilà, moi j'aime beaucoup un type qui s'appelle Thierry Marx, qui est un grand cuisinier qu'on connaît tous. Et Thierry, il a monté un truc très simple. Il dit voilà, moi, avoir des gamins qui bossent 3 ans en apprentissage pour que la seule perspective soit de gagner 800 ou 900 euros net par mois, ça fait rêver personne, ça donne pas envie d'y aller. Par contre, 6 semaines de formation, 60 gestes appris pour être commis de cuisine, une fois qu'après ils ont l'expérience, qu'ils le font parfaitement, je les fais passer une deuxième formation, et là, etc. Donc, première réponse, c'est il n'y a plus besoin de faire des études longues pour avoir une qualification qui répond à un besoin d'entreprise. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, quand vous regarderez comment les ordres préservent aujourd'hui la création d'emplois dans leur domaine, l'esthétique, la médecine, enfin, un ami que je ne citerai pas qui est en train de créer une clinique dentaire, mais l'ordre lui fait une misère, parce qu'il crée une structure avec du service digitalisé, avec un service remarquable et meilleurs spécialistes. Mais non, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Donc, mais troisième chose, c'est, très honnêtement, vous avez envie d'ouvrir un salon de coiffure. Si vous n'êtes pas coiffeur, mais que vous embauchez des coiffeurs, où est le problème? Vous pouvez pas. Si vous voulez en monter un cabinet d'esthétique parce que vous êtes passionné par le truc, vous êtes un bon gestionnaire, puis vous voulez en monter 30, peut-être que jamais vous toucherez une crème de votre vie. Quel est le problème? Vous allez embaucher. C'est typiquement essayer de monter une crèche Macron, sans être infirmière. C'est stupide. C'est une entreprise. On peut la monter. Et quand j'ai démarré la formation, quand il a démarré peut-être le voyage, je ne sais pas, le parcours de Geoffroy, on ne connaissait rien dans notre domaine. En quoi ça nous a empêché de monter une boîte? On a embauché des gens, après, avec nous, qui savaient le faire. Et laissons les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que plus de micro-entrepreneurs, comme le veut le ministre de l'économie, c'est moins de salariés dans notre pays? Geoffroy Bec de Lièvre. Je ne sais pas. Enfin, après, le débat, est-ce que c'est moins de salariés? C'est toujours le débat... Bernard Stiegler était assez visionnaire il y a quelques années. Il disait le travail, l'emploi est mort, vive le travail. Sauf qu'il le disait il y a 5 ans quand personne n'en parlait. Et finalement, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Il y a 33% de travailleurs aux États-Unis qui sont freelanceurs. Ok, ils ont un contrat de freelance. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on va vers une direction où finalement... Est-ce qu'on va vers la fin du salariat? C'est finalement je la sais question pas, que tout mais le je monde pense se pose. qu'on peut être salarié comptable le jour et photographe la nuit sur une plateforme et vendre ses services à côté. En tout cas, si ça permet aux gens d'un peu mieux gagner leur vie et à la fin du mois, parce que c'est juste qu'ils vont regarder d'avoir quelques euros de plus sur leur compte en banque,
Tant mieux pour eux. Mais Et voilà. qu'est-ce qu'on fait mais des c'est temps pas de l'un, repos, c'est- des temps de Enfin, travail, je pense pas que ce soit etc. l'un ou l'autre. C'est pas est-ce qu'on est salarié ou entrepreneur. Je pense que de toute façon, il y a un modèle un peu hybride qui est en train de se créer. Quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas le droit de travailler pour un prestataire unique. Bah oui, aujourd'hui, on est plutôt multi-compétences, peut-être employeur, sous différents statuts. En tout cas, c'est plutôt la direction vers laquelle on Mais va. il y a les questions de la protection sociale qui sont soulevées, notamment. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Je le disais, des temps de travail, des temps de repos, etc. C'est quand même Non, en fait, une cathédrale en France. Ça va être compliqué de bouger tout c'est ça. que on parle, on part toujours parce qu'on a un référentiel et culturellement, on a été élevé de cette façon. Bon, aujourd'hui, il y a à peu près 53 millions d'indépendants aux États-Unis. Le modèle a shifté progressivement parce que simplement, il y a une culture qui est beaucoup plus favorable à ça. Nous, on est très dans un système où on pense que le salariat signifie code du travail, signifie protection, et on reste sur cette vieille croyance que l'entreprise tue, aliène, esclavagisme le salariat. Donc déjà, ça fait oublier. C'est pas parce qu'on passe à un statut d'indépendant qu'on peut pas réfléchir à un statut universel qui soit celui d'actif. Nous, on travaille là-dessus. Et puis, vous êtes actif, auto-entrepreneur, entrepreneur, salarié, du public, du privé. Vous avez un statut d'actif. On recrée tous ensemble un socle de solidarité avec une couverture sociale, peut-être une couverture de chômage, etc., mais qui s'applique de la même façon à tout le monde, peut-être quelques petites différences ça et là, mais on oublie le terme salariat, ça devient un statut des gens qui travaillent, et puis on préserve un certain nombre de choses pour qu'il n'y ait pas de situation dramatique, que ça paupérise pas les gens et qu'on tombe pas dans des abus phénoménaux. Mais il faut aussi laisser le modèle. Mais le salariat tel qu'il est aujourd'hui, il va exploser. Mais ça ne veut pas dire qu'on vient dans de la précarité, c'est-à-dire qu'on doit transformer un système beaucoup plus large. Et quel est l'état de l'opinion, justement, sur ces questions-là? Il y a beaucoup de peur, hein, je crois, aujourd'hui, parce que... si Est-ce vous- que l'opinion est prête, finalement, à se dire Mais- on peut abandonner le salariat Mais- et travailler, Vous savez, finalement? même nous, hein, on se pose la question, vous savez, tous les jours, je sais pas, quand on me propose un truc sur une nouvelle techno dans ma boîte, il y a un moment, ça me fait peur, parce que c'est juste un changement, c'est la résistance humaine au changement, elle est ancrée en nous. Donc, bon, je pense qu'il faut laisser voir les choses, pas partir d'une interdiction comme on l'a fait en France, super pas, oh, c'est pas bien, on interdit, non, voyons ce que ça donne, et puis on corrige les erreurs, on adapte le modèle, mais chez nous, on interdit. Bon, alors moi, j'avais cru qu'en 68, on nous avait dit que c'était interdit d'interdire. Manifestement, c'est pas Il y a encore quelques bien années rentré maintenant. dans la Constitution. Le principe de précaution y est rentré beaucoup plus rapidement, alors que c'est une vraie grosse bêtise. Mais voilà, donc je pense que oui, ça fait peur aux gens parce qu'on ne leur propose rien. Qu'est-ce qui va se passer demain? Quand on leur aura proposé l'alternative, peut-être qu'ils seront en mesure de Les gens, juger. je pose pas de questions. Enfin, moi, quand je Bien pose sûr. des questions Geoffroy Bec de Lièvre. dans ma boîte de comment vous avez organisé votre week-end, hein, Marco, est-ce qu'on est quand même dans le voyage? Ils disent, j'ai mis mon appartement à louer sur Airbnb et j'ai été sur le site de Blablacar avant d'aller sur scène. Pour partir Ils se en posent juste week-end. pas la question, quoi. Mmh. De est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que ils voient juste que c'est des revenus additionnels qui complètent un salaire et voilà, et à la fin, c'est quelques euros de plus à la fin du mois. Mais c'est à l'État et c'est de s'adapter à cette révolution et de toute façon, pas l'inverse. Parce que de toute façon, je veux dire, personne va attendre. Enfin, le mouvement, il est en cours. Et puis c'est nous, les individus, les entrepreneurs qui... Et justement, chez Marco Vasco, est-ce qu'on est tenté de travailler avec des freelances, avec des auto-entrepreneurs, avec des indépendants? On y a réfléchi. Alors nous, on vend beaucoup de conseils. On a une approche de spécialiste. Donc c'est assez difficile. On n'a pas, les gens sont pas interchangeables. Quand vous tombez sur un spécialiste Japon chez Marco Vasco, on en a 5 sur le Japon. Ils parlent tous japonais, ils ont vécu sur place. Donc on peut pas mettre demain Des quelqu'un... emplois très qualifiés, très Voilà, particuliers. donc voilà, en fait, on vend surtout de l'expertise et du conseil et la valeur ajoutée. Donc c'est pas forcément le plus adapté. Il y a une boîte en Angleterre qui a essayé. Ils ont 1300 auto-entrepreneurs. Ils sont 0 salariés là-dessus. Bon, le modèle est un peu bancal parce que c'est pas forcément très adapté, mais on n'est pas révélateur ou voilà, c'est pas forcément. Est-ce que c'est pas facile, pour terminer sur ce sujet, de dire au nom de la liberté, au nom du modernisme, on ouvre tout, on bouleverse tout, ça rend service à beaucoup de monde quand même, mais pas à tout le monde. Denis Jacquet. La liberté, ça n'a jamais fait de mal à personne, hein. C'est à partir du moment où on vous en prive que vous en apercevez. Moi, j'ai vécu dans une dizaine de pays du monde, dans certains où la liberté était beaucoup plus réduite. On apprécie de rentrer en France. Donc, je pense qu'on s'en est fait priver progressivement, qu'on l'a confondu avec de la protection pendant très longtemps et qu'enfin les gens réalisent, avec le taux de chômage des seniors, le taux de chômage des jeunes, le déficit, les peu de perspectives, que finalement toute cette surprotection, qui était soi-disant un alibi protecteur de notre liberté, est en fait un asservissement majeur. Je veux dire, on vit dans un pays qui n'est plus un pays de liberté, hein. Il n'y a pas un pays démocratique aujourd'hui
aujourd'hui qui soit un vrai pays de liberté. C'est une oligarchie avec un nombre de riches. Je suis pas, il n'y a pas tout à coup quelqu'un du front de gauche qui a poussé en moi cette nuit. Mais je veux dire, voilà, un nombre de riches beaucoup plus réduit qui concentre un maximum des richesses avec un nombre extrêmement large de plus en plus pauvres. Ce système ne peut pas fonctionner. Donc à un moment donné, il faut redonner de la liberté à ceux qui tout en bas peuvent créer de la valeur, créer de la richesse. Moi, j'ai assisté avec beaucoup de plaisir à l'arrivée du microcrédit dans le monde qui a donné un moyen à des gens, parfois avec 500 € de créer leur propre activité, puis de la développer un petit peu. J'étais au Maroc à l'époque où je vivais, qui était le 2e pays du microcrédit dans le monde. C'est fantastique. Donc, la liberté n'a jamais fait de mal à personne, à ce que je sache. Bon. Allez, pour terminer, un petit mot sur le financement des entreprises, puisque en même temps que Emmanuel Macron lundi, à Paris, il y avait le patron de Microsoft à l'Élysée qui a sorti, ou qui est en train de sortir en tout cas son carnet de chèques pour financer des startups en France. Et puis en même temps, on a Emmanuel Macron qui émet l'idée de créer un grand fonds de pension, d'investissement à la française. Est-ce qu'on valide l'idée? Est-ce qu'on y croit surtout? Denis Jacquet. C'est indispensable en fait. Moi, si vous voulez, à un moment donné, moi je suis sur une politique de concentrer sur un nombre beaucoup plus limité que ce qu'on fait en France. Il y a 6 000 aides à l'export, il y a je ne sais pas combien d'aides de niche fiscale, de concentrer sur des champions potentiels. Là, pour l'instant, on le concentre sur 4 ou 5 boîtes. C'est pas possible, il faut le concentrer sur des centaines pour créer de la valeur. Donc, mais il existe déjà des choses. Plus d'argent. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire. On n'arrive pas à flécher cette fichue épargne longue véritablement, fortement sur les PME. C'était une conférence en Autriche où j'intervenais l'autre jour avec Lynn de Rothschild, anglaise, qui est en train de convaincre un tiers des investisseurs mondiaux d'investir non plus dans des boîtes qui augmentent leurs profits tous les 3 mois, mais dans des boîtes qui créent un bénéfice fort pour la planète. Bon, voilà, tout ça, c'est des dynamiques, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit réorienter cette épargne vers des boîtes qui créent de la valeur. Et pour l'instant, nos petites boîtes qui lèvent 50, 100 ou 150 000 €, c'est pas elles qui vont devenir des champions mondiaux. Donc, moi, je veux 200 Blablacar, j'en veux 500, j'en veux 2000, mais certainement pas 5 ou 6. Et ça, la clé, c'est l'investissement. Geoffroy de Becdelièvre, très rapidement d'un mot, est-ce qu'il y a aujourd'hui un vrai problème de financement des entreprises? Mais clairement, on peut retourner le problème dans tous les sens quand on nous posait la question de pourquoi... en France, on n'a pas de Twitter, de LinkedIn, de Facebook, etc. Je veux dire, la question numéro 1, c'est le capital. En 2013, le montant du capital risque dans les startups en France était d'1 milliard. Aux États-Unis, 41 milliards. Ils ne sont pas 41 fois plus nombreux, ils sont 4 fois et demi plus nombreux que nous. Donc le différentiel, il est de 1 à 10. Et en plus, en France, pour construire des leaders européens, c'est bien plus difficile parce que pour faire l'équivalent d'une belle PME ou d'une ETI américaine, il faut être en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Donc le financement, il faut être sur plusieurs marchés, plusieurs cultures, plusieurs licences, des législations. Plusieurs langues aussi. Plusieurs langues. Donc c'est une complexité qui est infiniment plus difficile. Donc le financement devrait être bien plus élevé, sauf qu'il est archi concentré aux États-Unis. On peut même dire sur la Silicon Valley, un tiers du capital risque mondial. Donc évidemment qu'il y a un problème. Cette année, il n'y a jamais eu autant de financement en France. On est encore très loin des comparables américains, mais c'est une très bonne nouvelle. Oui, on a besoin de bien plus de capitaux. Vous aimeriez avoir bien plus de Blablacar, moi aussi. Mais quels sont les actionnaires de Blablacar? Voilà, hormis les actionnaires initiaux, Isaïe, c'est très bien. Après, il n'y a plus que des fonds américains. Il n'y a pas un fonds français qui a la capacité de suivre sur des valorisations comme celle-ci. Donc, de toutes les façons, voilà, une partie de ces belles boîtes, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, en tout cas, elles se développent, c'est super, mais n'est plus en France. Eh bien, on lui posera la question la semaine prochaine, puisqu'il sera notre invité, notamment. On termine cette émission très rapidement avec un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule qui vous a marqué durant cette semaine. Denis Jacquet, est-ce que c'est un coup de cœur, c'est ça? Je sais plus ce que j'avais en tête. En fait, rappelez-moi, Julien, quel était mon coup de cœur. C'est la magie du direct. N'est-ce pas? Non, il me semblait que vous aviez un petit coup de cœur sur une start-up de mémoire. On s'en est parlé. Ouais, alors il y en a une qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Save, qui a été récompensée d'ailleurs chez un de vos confrères, et c'est The Awards la semaine dernière. Ouais, Save, je trouve ça extraordinaire. Le gars, il a 24 ans, il fait déjà quasiment 1 million d'euros, et c'est justement la technologie sans la technologie, c'est qu'elle répare l'obsolescence programmée de la technologie en réparant vos téléphones portables. Et Apple n'aime pas beaucoup d'ailleurs. Apple qui dit c'est plus garanti si vous le touchez. Enfin, comment on peut faire ça quand on s'appelle Apple? Et puis Samsung, et puis progressivement ça s'est ouvert, et puis il va employer là 370 personnes, vraisemblablement 1000 de plus dans les 15 prochains mois. Ça me parle. Emploi de basse qualification, formation très courte, un Français. Et c'est un Français. 27 ans, Maxime, fantastique. Bon, j'adore le modèle. Le petit coup de cœur, le petit focus. Geoffroy de Becdelièvre, le coup de cœur ou le coup de gueule de la semaine? Non, mais coup de cœur, vous parliez de liberté tout à l'heure, on parlait de la liberté. Moi, il y
il y a un chiffre dont on parle assez peu, mais que je trouve absolument génial, c'est qu'il y a un jeune sur deux de moins de 20 ans qui a envie de monter sa boîte. Et quand on interroge le pourquoi, c'est parce qu'il a envie de liberté, il a envie d'exister, il a envie de s'exprimer, il a envie de se développer. Et donc c'est génial parce qu'il y a Pourtant, 20 quand on ans, regarde les classements il y a une étude d'Universum il n'y a pas très longtemps qui expliquait que finalement les jeunes étudiants n'avaient pas forcément pour l'instant envie de lancer leur boîte. un sur deux, c'est pas mal quand même. Et disons, quand j'ai commencé à travailler en 95, un sur deux rêvait d'être fonctionnaire. C'est magnifique, quoi. Enfin, cette évolution en 20 ans, c'est absolument génial. Bon, ça c'était le coup de cœur également. Non, mais pour moi, c'est fondamental parce que cet ADN de l'entrepreneurial, elle est assez unique et je pense qu'elle est spécialement prononcée en France. Et donc, si on arrive à accompagner, si le gouvernement arrive à accompagner, notamment avec la loi Macron, etc., ce mouvement, c'est fabuleux parce qu'il sera créateur de richesses dans les années à venir. Eh bien, la boucle est bouclée, exactement. Merci beaucoup, Denis Jacquet, Geoffroy de Bec-de-Lièvre, d'avoir participé à notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, vous retrouvez cette émission sur wedoobiz.com en replay et nous, on se retrouve la semaine prochaine en direct, mardi 10h30. Très belle semaine à vous sur WeDoBiz.